Bonjour Cyril Blanchet. Bonjour Julia. Alors vous êtes doctorant spécialisé en technologie du tourisme, vous êtes aussi enseignant à l'ESCAET et chroniqueur pour Tom.Travel. C'est ça. Alors, quelle a été la chronique qui vous a particulièrement marqué depuis janvier 2020 Vous êtes chroniqueur depuis janvier 2020, je le rappelle, pour Tom.Travel. Quelle a été la chronique qui vraiment vous a marqué, vous a intéressé particulièrement? Alors, la première chronique que je pourrais partager, c'était le tourisme du futur est-il déjà organisé? On était en plein contexte de crise sanitaire, c'était le premier confinement et on commençait déjà à essayer de réfléchir au futur du tourisme, à une nouvelle vision du tourisme, à mettre en avant une transformation du secteur. Et l'idée, c'était de voir si, dans la recherche, on parlait déjà de nouvelles visions, de nouvelles transformations qui dérangent un peu, qui sont un petit peu en dehors de ce qu'on entend d'habitude, pour essayer de construire des scénarios. Donc en fait, on se rend compte dans la recherche qu'il y avait plein d'articles qui étaient assez innovants et j'ai essayé de les rassembler entre plusieurs points. Par exemple, un rééquilibrage entre le tourisme culturel dit universitaire et le tourisme culturel plutôt populaire. Un re-questionnement sur la maturité technologique. Est-ce que finalement il faut opposer les technologies au tourisme durable? Ou par exemple, un questionnement aussi sur l'aspect écologique. Effectivement, c'est une catastrophe auquel on va peut-être face à laquelle on va évoluer. Partie des grands sujets de discussion actuelle. Mais sauf qu'on voit bien qu'il y a des opportunités aussi qui existent, notamment lorsqu'on parle du tourisme de dernière chance ou du tourisme arctique. C'est assez triste, mais ce sont des réalités. Et en fait, l'idée, c'était d'aller plus loin, de les questionner et de montrer qu'il y a des recherches qui existent là-dessus et que les chercheurs essayent vraiment de concevoir ce tourisme du futur. Et vous êtes là justement pour vulgariser ces propos. Alors il y a une chronique aussi un peu plus geek qui, vous allez pouvoir nous en parler. Qu'est-ce qu'a raconté cette chronique? Je vous parlais tout à l'heure du rééquilibrage entre le tourisme culturel et le tourisme un peu plus basé sur la culture populaire. L'idée, c'était de se dire qu'effectivement on a tendance à survaloriser le tourisme culturel qui serait dit plus traditionnel, donc tout ce qu'on peut finalement voir à l'université, tout ce qui est consacré par les études universitaires, mais qu'en parallèle, c'est pas forcément des choses qu'on consomme au quotidien. On regarde le cinéma, on regarde des séries, on joue à des jeux vidéo et que tous ces éléments-là qui construisent un peu notre quotidien, ils peuvent influencer nos pratiques touristiques. Donc on le voit très bien avec le cinéma, donc le ciné-tourisme, que ce soit donc Hawaï avec Jurassic Park, que ce soit Nouvelle-Zélande avec le Seigneur des Anneaux, un exemple qu'on donne beaucoup. Game of Thrones avec l'Irlande. On voit bien que ça influence notre connaissance des destinations ou même dans nos comportements avec les road trips, avec les films un peu inspirationnels qui vont nous dire oui, il faut partir pour voyager, Walter Mitty, Into the Wild, qui vont vraiment changer notre conception et nos comportements du tourisme. On voit que les jeux vidéo aussi, pareil, essayent de représenter les destinations, que ce soit avec l'avènement du e-tourisme ou la représentation de certains territoires sur le jeu directement. Qui est de plus en plus réaliste d'ailleurs, je pense que c'est Assassin's Creed par exemple, qui est un jeu vidéo. C'est exactement ça, oui. Avec la représentation de Paris au 19e siècle, c'est assez incroyable de pouvoir s'immerger dans ces territoires-là. Et pareil, même si on prend la musique avec les clips vidéo, on voit bien que maintenant on commence à avoir des liens un peu surprenants avec des territoires ou des prestataires. Bon, le clip d'Aya Nakamura, typiquement au château de Fontainebleau, qui est très très surprenant, qui a été vu des millions de fois et ça sera toujours plus que ce qu'un prestataire d'activité peut faire. Donc ça permettait de questionner tout ça. Alors il y a une autre chronique, pour finir cette interview aussi, qui était plus originale et qui n'a peut-être pas eu l'effet escompté. Quelle était-elle? Alors en fait, on voyait un grand événement arriver, un grand événement, on va dire européen, presque international arriver, c'était l'Eurovision. Je m'étais mis en défi de trouver des liens avec le tourisme, parce que c'est un événement qui est populaire, que je connaissais très peu, et je me suis dit... lorsque j'ai commencé à faire mes premières recherches, j'ai vu qu'il existait des thèses, des articles académiques assez importants sur ce phénomène-là. Et en fait, lorsqu'on retrace l'histoire, on se rend compte que le concours a essayé de partager des valeurs, de partager des opinions qui sont assez proches du tourisme, le partage, l'échange, l'interculturel et autres. Et c'était passionnant de voir comment la recherche a essayé de déconstruire certains lieux communs qu'on avait sur le concours, par exemple des conflits géopolitiques qui se retrouveraient sur les notes ou autres. On le pense lorsqu'on peut le regarder, le concours, ou lorsqu'on en parle, ce que la recherche a montré que non, c'était pas toujours le cas, ou si c'était le cas, c'était via des diasporas de population. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont à prendre en compte, et l'objectif c'était de revenir sur cette chronique, sur ces lieux communs, et de trouver des liens évidemment avec le tourisme. C'était un beau défi en tout cas de lier Eurovision et tourisme, mais vous l'avez réussi. Merci beaucoup Cyril Blanchet. Merci Julia.